J'ai pas mes notes, elle me dit, mais ça va pas ou quoi? Mais... Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Si tu aimes Sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir mon invité. Bonjour Florence. Bonjour Clémence. Je suis avec Florence Porcel. Tu es vulgarisatrice scientifique sur YouTube, mais dans les livres également, sur plein de plateformes. Oui. On va en parler progressivement et c'est vrai que je vais te faire une double confidence. Je te connais très peu, mais tu fais partie de ces gens dont j'ai beaucoup entendu parler et que en bien. J'ai jamais entendu une critique à ton sujet. Je te connais de nom avant de te connaître, de savoir ce que tu fais. Tellement j'ai entendu parler de toi et de ton travail. C'est de te dire à quel point je suis heureuse de te recevoir dans ce podcast. Merci, c'est bien parce que là, déjà d'emblée, je suis toute rouge. L'avantage de la radio, c'est que ça ne se voit pas. Voilà, donc je le dis. Donc je suis ravie qu'on puisse avoir cette discussion, toi et moi, parce que je cherche à interviewer des femmes dans tous les domaines. Et c'est vrai que dans le domaine scientifique, il y en a moins que dans d'autres domaines, beaucoup plus réputés féminins comme la danse, la beauté, la mode, où là ça va pour trouver des filles qui s'intéressent à ces thématiques, pour trouver des femmes plus ou moins jeunes qui s'intéressent au domaine des sciences. J'avoue que j'en ai peu. Et sur ma liste, j'avais Claudie Ignoré et Florence Porcel. Oh la vache. Ah non mais attends, voilà, on n'est pas au même level, hein. La meuf est allée 2 fois dans l'espace, elle a bac plus 25. Non, oui d'accord, très bien, ok. Mais toi aussi, t'es allée dans l'espace. Tu me racontais tout à l'heure que t'as fait un vol en 0G. Oui, mais c'est pas dans l'espace, mais j'ai connu l'impesanteur. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un vol 0G? Eh bien non, oui, un vol 0G, je peux expliquer ce que c'est. C'est un avion tout à fait classique, sauf que tu le pilotes pas de la même manière qu'un avion de ligne, parce que le but du jeu, c'est de lui faire croire qu'il est en orbite. Et donc, tu accélères très très fort vers le haut. Ensuite, tu coupes les moteurs et il tombe. Et pendant qu'il tombe, il est donc en chute libre, et toi à l'intérieur tu es en chute libre aussi, mais tu tombes à la même vitesse que l'avion, et donc ça s'annule, et donc tu es en apesanteur. Et au bout d'un moment quand même ils remettent les moteurs en route. Ils réaccélèrent. Pas trop près du sol donc. Et voilà. Non, tout ceci se passe entre 8 et 11 km d'altitude de mémoire. Voilà, je sais plus les chiffres exacts, mais voilà. Et donc le but du jeu c'est ça. Et donc c'est pas je crois que t'as 20 ou 30 secondes d'apesanteur, donc c'est assez court. Mais tu fais ça 30 fois dans un vol. Enfin 31 parce que t'as une parabole de test, et donc si l'avion s'est pas crashé, t'en fais 30 autres. Et jusqu'ici tout s'est très bien passé, et voilà, donc t'as 30 fois 20 secondes, 20-30 secondes, et c'est absolument incroyable. C'est agréable ou c'est vraiment chelou, de type mon corps ne sait pas ce qui se passe? Mon corps ne sait pas ce qui se passe, mais c'est agréable à un point, mais c'est au-delà de l'humain. Enfin, on n'est pas fait pour vivre l'impesanteur, hein. Clairement, on a évolué sur une planète, donc avec une gravité et tout, et donc ton corps ne sait pas, mais c'est fou. Et le problème, c'est que quand j'en parle, je ne sais pas comment en parler parce qu'il n'y a pas de mots. On n'a pas inventé de mots dans notre vocabulaire pour ces sensations. Parce que c'est normal, c'est vraiment très rare sont les personnes qui peuvent les vivre. Et donc, il faudrait inventer des nouveaux mots pour exprimer ce sentiment qui est à la fois physique, ça te retourne le cerveau, c'est fou. C'est la liberté la plus pure, la plus totale et la plus absolue, parce que tu peux te mouvoir dans les 3 dimensions d'espace, et tu n'as pas de poids, tu n'as pas d'épaule, c'est fou. Alors que quand tu es en chute libre, par exemple, en saut en parachute, tu as la résistance de l'air qui est très impressionnante. Et puis tu ne vas que dans une direction et tu accélères. Et voilà, alors que là, quand tu es en apesanteur, tu n'accélères pas, tu peux juste flotter. Parce que c'est l'avion qui prend toute la résistance de l'air. Ouais, c'est ça. Et toi, tu es à l'intérieur de la cabine, et si jamais tu touches un hublot ou le plafond, tu repars en arrière, tu vois, parce que c'est il n'y a aucune force qui s'exerce sur toi à ce moment-là, et si toi t'en mets une... Ouais, voilà, exactement. Donc si tu éternues, tu pars vers l'arrière. Mais non. Bah si. Si tu pètes, je ne sais pas. Ça y est, je commence. La meuf pète un câble. Petite note pour ton prochain vol en 0G, du coup. Test, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe si tu pètes? Voilà. Dans quel sens tu
Super. Ça tombe bien, je comptais y retourner, mais je savais pas pourquoi faire. Yes. Voilà, je vais faire mon petit dossier. Alors, en fait, c'est une expérience hautement scientifique. Comment ça se passe? Non, je pense que des astronautes peuvent en témoigner déjà, mais j'ai jamais osé la question. J'ai jamais osé poser la question. Un défi pour toi, alors. Soit tu testes, soit tu poses la question à quelqu'un qui sait. Non, mais je me permettrai Internet veut savoir. Bon, Florence, la première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans? J'étais une petite fille très sage. Mon Dieu, j'étais tellement sage. Et je crois que ça s'arrête là. J'ai jamais fait de conneries. Donc du coup, c'est très chiant en fait. Non, 7 ans, c'est quoi? C'est CE1? Alors quand on a sauté des classes, c'est CE1. Sinon, c'est CP. CP, non, j'ai pas sauté de classe. J'aurais pu, mais mes parents n'ont pas voulu pour des questions de maturité. Ils sont instits et ils sont partis du principe que c'est important, la maturité. Mais du coup, moi, je savais lire et écrire depuis que j'avais 4 ans et je m'ennuyais beaucoup à l'école. Et donc, du coup, la maîtresse, elle me donnait des choses à faire dans mon coin pendant qu'elle apprenait aux autres à lire et à écrire. Et voilà. Et donc moi je lisais des histoires et j'écrivais les suites des histoires et je lisais beaucoup et donc j'étais un petit peu à part. Bon. Mais c'était un ennui. L'ennui que tu as vécu à l'école, t'en faisais quelque chose ou c'était un ennui de souffrance de non, ça s'arrête? Pas du tout. C'était non, j'en faisais quelque chose puisque jusqu'à la fac, j'ai gardé cette habitude d'écrire sur la double page du milieu des cahiers qu'on pouvait arracher avec l'agrafe sans que ça se voit. Parce que à l'école primaire, si t'arrachais une feuille, c'était genre t'avais fait une faute et tu voulais pas qu'on la voie, donc t'arrachais et puis ça se voyait. Peu importe. Mais oui, alors parenthèse, parce qu'on est nés dans les années 80, toi et moi. Oui. Donc, je crois qu'on a 3 ans d'écart. Ok. J'ai très envie de savoir pour les plus jeunes qui nous écoutent, si c'est toujours interdit. C'est-à-dire, est-ce qu'encore aujourd'hui, quand vous arrachez des pages dans vos cahiers, vous vous faites houspiller par la maîtresse? Car vraiment, je n'ai jamais compris pourquoi cette dictature Ou du peut-être cahier. qu'il y a des instituts qui n'ont pas cette culture-là de vous pouvez arracher. J'en sais rien en fait. Faudrait que je demande à mes parents. Je ne sais pas. Mais je confirme que c'était aussi un interdit. Ah oui, je faisais aussi décrocher les agrafes du milieu avec la lame des ciseaux, en plus sans trop gratter la feuille et tout, exact. Et replier et pouvoir prendre des feuilles comme ça dans les cahiers, quoi. Exactement. Donc tu faisais ça pour écrire quoi dessus? Des histoires, des trucs que j'inventais. J'écrivais déjà beaucoup. Alors au début, j'écrivais les suites des livres que je lisais en classe, et puis après, je me suis mise à faire les portraits de mes camarades. Genre comme un portrait, je sais pas, un portrait humoristique, tu vois, comme une caricature, mais par écrit. Et et puis on m'en commandait, tu vois, moi tu m'as pas fait moi, et puis mais ça faisait beaucoup rire mes parents. Et voilà, j'écrivais tout le temps. Est-ce que t'as fait des bêtises quand t'étais petite? Eh bien non. C'est vrai. Ah, je suis désolée, mais j'ai pas fait de bêtises. Première bêtise que j'ai faite, c'était, je crois, c'est la seule que j'ai faite. C'était en CM1, je crois. Mes parents m'avaient mise au caté. Et ils sont pas croyants, mais ils se sont dit, bon, on va tester. Et en fait, vraiment, c'était pas possible, quoi. Le caté, c'était pas possible. Et donc, un jour, j'ai séché. Arrête. J'ai séché le caté. Et j'avais, je sais pas, 8-9 ans. 9 ans. Et je suis allée chez une copine qui habitait entre chez moi et l'église pour aller jouer à l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, déjà pour moi, c'était le paradis. Et le caté, c'était pas possible. Je pouvais pas. Et en fait, je suis rentrée à l'heure où je rentrais d'habitude. Et c'était bien le caté? Ouais. Et puis la sœur a appelé. On n'a pas vu Florence aujourd'hui. Elle va bien. Et je me suis dit, oh merde, je vais me prendre une volée, une soufflante. Et en fait, ils m'ont enguirlandé, mais je voyais qu'ils n'étaient pas convaincus, tu vois. Ça m'a beaucoup étonnée. Ils t'avaient demandé pourquoi t'avais séché? Oui, je crois. Et je leur ai dit que je sais plus, ça m'intéressait pas, que je préférais être à l'ordinateur avec Marie-Laure. Et voilà, et ils m'en ont pas vraiment voulu. Et voilà, j'ai fait 1 an de caté, c'est tout. Ça s'est arrêté là. Ils ont pas insisté. Je les en remercie. Déjà à l'époque, du coup, t'avais fait un choix entre la foi et la science.
Eh bien, je ne le savais pas. En ces termes, je n'en avais pas pris conscience, mais oui, effectivement, effectivement, maintenant qu'on remet dans le contexte de ce que je fais aujourd'hui, c'est assez drôle. Cela dit, c'est pas incompatible parce que je crois qu'il y a plein de scientifiques qui sont très croyants par ailleurs. Oui, j'en connais pas aujourd'hui, mais il y en a eu. L'exemple qu'on cite le plus souvent, évidemment, c'est Einstein. Mais, et puis, ils ont souvent plein de définitions différentes de ce qu'est Dieu, etc. Mais oui, bien sûr, c'est pas incompatible, c'est deux formes de pensée. Le principe de l'interview que tu connais, c'est de choisir parmi une liste de questions celle qui te parle le plus. Et tu as sélectionné parmi la liste ta première idée originale. La première fois que tu as défendu ton avis, c'était quand ? Quoi ? Pourquoi ? La première idée originale pour moi, c'est quand j'ai écrit mon premier livre. J'avais 4 ou 5 ans. Je l'ai écrit, je l'ai dessiné, je l'ai relié et je l'ai montré à ma maman une fois qu'il était fini. Je voulais lui faire la surprise. Et en fait, ça s'appelait l'histoire du prince charmant. Sauf que histoire, j'avais écrit ça, au lieu d'écrire OI, j'avais écrit OA. Ce qui est plus logique. Oui, ce qui est plus logique, finalement. Encore une fois, démontrer très précocement ta rationalité profonde. Tout à fait, absolument. Mais maman a vu ça. Alors moi, j'y avais passé des heures, tu vois. J'avais écrit, dessiné, relié, tout ça. Et elle voit ça, elle voit le titre sur la première page. Et elle part, mais dans un fou rire. Mais j'ai cru que je l'arrêterais jamais. Et j'ai été tellement vexée. Mais je sais plus si je me suis mise à pleurer ou pas. Je crois que j'étais vraiment en colère, quoi. Vraiment en colère. J'étais vexée. Et elle s'est arrêtée que sur ça. Et puis c'était mort après, tu vois. Après, elle a feuilleté. Oh, c'est bien, ma chérie, c'est formidable. Mais bon, je voyais que elle était... Enfin, voilà. Et moi, ce jour-là, je me suis dit, ok, plus jamais je fais de fautes d'orthographe de ma vie. Plus jamais. Ah, alors c'est très marrant, je rigole parce que j'ai vécu exactement la même histoire. Alors, avec OA ou avec OI? Alors tu vois, ma première histoire originale à moi, du coup, c'était un livre sur comment poussent les carottes, comment les récolter, etc. Sur les carottes, car j'étais fan de Bugs Bunny, et du coup j'avais fait un focus sur les carottes. Déjà à l'époque, j'étais extrêmement végane dans l'âme. Ah oui, du coup. Et j'avais donc appelé ça, pas rien que toi, dessiner, relier, tout ce que tu veux. Attention, la cultivation des carottes. mais j'ai envie de te dire pourquoi. Cultivation. C'est logique, c'est imparable. Extrêmement logique. C'est logique, c'est imparable. On va écrire l'histoire de la cultivation. D'accord ? On fait ça. Ça me paraît indispensable. Et du coup, pareil, ma mère rigolait. Du coup, j'étais trop vexée. Et moi, je me suis pas dit, ok, je vais devenir imbattable en orthographe. Je me suis dit, ok, je vais plus jamais montrer ce que je fais aux adultes, car les adultes sont nuls. Oh non. Oh, ça c'est nul. Oh, ça c'est triste. Et tu l'as fait ? Oui, pendant très longtemps, tout ce que j'écrivais, je ne le montrais pas. Parce qu'en fait, un peu comme toi, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, j'ai fait une énorme faute Mais tu étais petite. Mais voilà, j'avais 5 ou 6 ans, un truc comme ça. Non, mais c'est pas méchant en plus. Personne n'a cherché à blesser, tu vois, mais c'est juste, je pense, quand on est petit, on le prend mal parce qu'on a mis beaucoup d'énergie et on est très fier. Mais c'est même pas la faute que je prenais mal, c'est le côté. Mais j'ai écrit tout un truc, j'ai écrit toute une histoire, je l'ai dessinée, j'ai relié. Enfin, il y a tout ce projet. Et oui, il y a une faute. Et ok, il y a une faute. Et mais ça se réduit à ça. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur la faute alors que tout le truc derrière, quoi. Et c'est un peu pareil. C'est pour ça que je rigolais sur ton histoire. C'est l'histoire du prince charmant, vraiment. En plus, quand tu le lis, c'est le bon son, tu vois. Moi, ok, c'était le mauvais mot. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'était un livre, donc écrit, donc que tu devais lire, et donc du coup, l'orthographe comptait, tu vois. Bon. Donc, oui, en fait, mon premier réflexe, ça avait été, si c'est comme ça, je vais pas vous montrer mes trucs parce que vous ne savez pas apprécier mes trucs. Ouais. Et j'ai mis très très longtemps, du coup, à quelque part à oser. C'est même pas que j'avais peur de les montrer, c'était juste, vous êtes juste pas capable d'apprécier ce que je fais, donc c'est pas grave. Moi, je l'apprécie, donc je vais le garder pour moi. Et plus tard, tu as écrit des trucs sur l'internet mondial que des millions de personnes peuvent lire. D'abord sous pseudo. Ah oui, c'est intéressant. D'abord sur pseudo, bien sûr, je me suis d'abord beaucoup planquée, etc. C'était vraiment très très long jusqu'à ce que je me dise, ok, je vais assumer ce que j'écris en mon nom. Ça date de post Charlie Hebdo, en fait. Ah, ok. Et c'est ça l'histoire, c'est que au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, je me suis dit, mais en fait, la raison pour laquelle moi j'ai un pseudo, c'est parce que je veux le détacher de mon vrai nom et je veux pouvoir appuyer sur un bouton reset quand j'arrêterai d'écrire sur internet, détacher de ce que je suis, de ce que je vais être après.
Et j'ai trouvé ça lâche, en fait, parce que écrire sur Internet, c'était un truc qui me faisait peur. Et je le faisais tout le temps un peu en réticence. À chaque fois, avec ce côté, ça va rester, c'est quelque chose que j'écris contre moi, enfin, ça pourrait être retenu contre moi, un truc comme ça. Et après Charlie Hebdo, je me suis dit, mais c'est un privilège. C'est un privilège d'être dans un pays où tu peux écrire ce que tu veux transmettre, le publier, être défendu, que ce soit un droit défendu, etc. Et ma démarche est lâche, en fait. Et je parle pas d'avoir un pseudonyme en général, parce que Sharp, c'est un pseudonyme. Oui, c'est vrai. C'est pas ça. Mais ma démarche à moi, elle était dans cette volonté de pouvoir disparaître derrière, de mettre en avant un avatar pour pouvoir, comme un personnage de jeu vidéo, le laisser mourir et en prendre un autre pour le niveau suivant. Et c'est le moment où j'ai arrêté, mais c'était il y a 3 ans, donc à 29 ans. La vache. Merci d'avoir partagé ça avec moi. C'est touchant. Merci d'avoir partagé ton histoire, parce que c'est ton histoire qui me fait dire d'accord, donc en fait j'étais pas débile, ça arrive à des gens, non, absolument. promis, à des avenirs brillants. Ok, très bien. Florence, la première ambition professionnelle que tu as formulée, c'était quoi et à quel âge? Ouais, je voulais être astronome quand j'étais petite. Parce que je voulais être astronaute. Je voulais visiter tous les mondes de l'univers. Mais d'emblée, je me suis dit, ce n'est pas possible d'être astronaute. Donc... Attends, pourquoi tu t'es dit que c'était pas possible? D'ailleurs, je ne sais pas. Je sais pas, j'avais 5-6 ans. Ok, à 5-6 ans, tu connaissais les mots astronome et astronaute? Ouais. Ok. Ouais. Oui, mais astronaute, tous les enfants veulent être... Non? Je sais pas. Vraiment, le mot astronaute? Ouais, astronaute, ouais. Ou cosmonaute, enfin, tu vois... c'est... Aller dans l'espace, à 6 ans, on l'a. Astronaute, à 6 ans, faut avoir été introduit à cet univers, je pense. Je sais pas. Je ne sais pas. Écoute, je l'avais. Et j'avais astronome aussi. Et je connaissais la différence entre les deux. Je veux bien que tu le rappelles, car je ne l'ai pas. Oui, absolument. Alors, un astronaute ou une astronaute, c'est quelqu'un qui va dans l'espace. Pour aller n'importe où, soit autour de la Terre, soit sur la Lune, qui va dans l'espace. Un ou une astronome, c'est quelqu'un qui étudie ce qu'il y a dans le ciel. C'est un scientifique. Voilà, qui étudie les étoiles, les planètes, l'univers, ce qu'il veut. Et alors, pourquoi tu t'es dit qu'astronaute, c'était pas possible ? Parce que c'est compliqué quand même de devenir astronaute. Et voilà, je partais du principe que c'était juste un truc qui était tellement compliqué, tellement loin, que c'était pas possible, quoi. C'était pour des gens qui étaient, j'en sais rien, c'était pas possible. Vraiment, vraiment, vraiment. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des gens comme un peu plus bien que moi, je veux dire, mais que c'est un concours en plusieurs étapes, il faut travailler beaucoup, c'est inaccessible pour la plupart des gens, mais je veux dire, on peut tenter, quoi. Mais à l'époque, pour moi, c'était pas possible du tout. Et donc, tu t'es rabattu quelque part sur l'astronomie ? Et oui, parce que je me suis dit, alors, qui peut connaître tout l'univers sans forcément y aller ? Et c'était les astronomes, forcément. Et donc, je me suis dit, leur métier à eux, c'est de connaître l'univers, tout l'univers. Et donc, je voulais faire ça. Moi, je voulais tout savoir. Je voulais tout savoir. Et surtout, tout sur l'univers, ailleurs, loin. Et voilà, je voulais faire ça. Et tu l'as dit autour de toi ? Tu l'as dit aux adultes quand ils te demandaient, tu veux faire quoi quand tu seras grande ? Tu disais, oui. Astronome ! Oui. Comment ils réagissaient ? Pas bien. C'est-à-dire ? Tu la sentais arriver, celle-là. Un petit peu. En fait, je me souviens d'une fois qui m'a vraiment marquée, c'est quand je l'ai dit à ma maîtresse de CP, genre les 2 premiers jours de CP, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et elle m'a donné la parole, que je n'avais pas demandé, mais elle m'a demandé à moi. Et j'ai dit astronome, et en fait, elle m'a regardée, elle s'est mise à rire, elle a dit maintenant tu feras maîtresse comme tes parents. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait comme toi. Je me suis tue. Je n'ai plus dit mes 7 ambitions professionnelles aux adultes parce qu'ils n'étaient pas capables d'entendre. Tu leur disais autre chose à la place ? Parce que moi, je disais maîtresse, du coup. Ouais. Prof. Parce qu'une petite fille qui dit qu'elle veut être maîtresse ou qu'elle veut être prof, ouais. Tout le monde dit « Ah, c'est bien, machin et tout ». Et personne n'essaie justement de la décourager. Non, c'est vrai ça. Tout à fait. On m'a pas découragée, c'est juste que je pense qu'ils comprenaient pas et que avec le recul, je me dis peut-être qu'ils s'attendaient pas à un tel mot dans la bouche d'une petite fille, et ensuite ils voyaient pas d'où ça pouvait venir, quoi, parce que mes parents sont pas du tout dans ces mondes-là. Il y avait aucune raison que j'ai eu accès
au monde de l'astronomie, de l'espace ou du spatial. Enfin, tu vois, même moi, je sais pas d'où ça me vient. Je suis née avec, mais je sais pas d'où ça vient. Vraiment, je sais pas. Et donc, du coup, voilà, je pense que il y avait une sorte de gêne qui disait, mais d'où ça lui sort, tu vois? Comme un gamin qui fait des trucs et on se dit, mais what the fuck, quoi. Donc, pendant toutes ces années, après, l'astronomie, c'était un peu ton projet secret. Ah, mais c'était complètement secret. Mais complètement. J'ai fait mon coming out il y a 6 ans sur mon blog, quoi. Enfin, j'avais 29 ans, 28 ans. Ça, tu vois, à peu près le même âge où toi, tu as pris ton où j'arrêtais d'avoir un avatar. Ouais. Et vraiment, je l'ai vécu comme un coming out. Et c'était complètement secret. C'était à ce point secret que à l'arrivée des DVD, je suis assez vieille pour avoir vu l'arrivée des DVD après les VHS, il y a l'émission E égale M6 qui sortait des magazines avec des DVD à l'intérieur. Et le premier numéro, c'était un DVD sur le système solaire. Je suis allée l'acheter en cachette et j'ai planqué le DVD sous mon matelas. Voilà. C'était honteux. Oui, c'était DVD honteux. Du système solaire. Mais oui, mais toutes ces thématiques-là, en plus, je vais te dire quelque chose de très bizarre. C'est que c'était tellement fascinant pour moi, c'était tellement un besoin, une envie, et puis ça m'emportait tellement que c'était limite un plaisir, tu sais, proche de l'orgasme intellectuel. Enfin, tu vois, et puis quand t'es petit, tu sais pas faire la différence entre le plaisir physique et le plaisir intellectuel. Pour moi, tout ça était mêlé. Et donc, pour moi, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du plaisir et donc de l'interdit. Et donc, enfin, tu vois, il faut cacher ça, tu vois. Et donc voilà, évidemment, j'ai caché ça pour toutes ces raisons. Et j'ai fait mon coming out à 28 ans. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai eu un bac littéraire. Alors, t'es pas allée en S? Mais non. Mais pourquoi? Mais c'était secret, je te dis. Mais tu t'es auto-trollée? Ah, mais complètement. Je me suis... Non, puis comme j'ai su lire et écrire toute petite, on m'a dit c'est une littéraire. Ah, mais je sais jamais lire. Par contre, c'est vrai, j'avais oublié la fameuse croisée des chemins. Bah oui, littéraire ou scientifique. C'est soit l'un ou l'autre, quoi. Tu peux pas être les deux. C'est vrai. Dans le système scolaire, en tout cas, il faut que tu choisisses à un moment. Et donc, oui, je lisais, je l'écrivais, et j'écrivais tout le temps. Et donc, j'étais forcément littéraire. Donc, bac L, et après? Donc, bac L, et ensuite, j'ai fait une école de comédie musicale. Wait, what? Oui. T'as vraiment brouillé les pistes, hein, parce que là, vraiment, si on a écouté ton parcours, personne ne se doute une seule seconde que t'es passionné de science et d'astronomie. J'ai pas dit que tout ça était cohérent. Alors, en fait, après, donc j'ai arrêté de dire que je voulais être astronome. On dit plutôt astrophysicienne maintenant, mais peu importe. J'étais aussi, j'avais une sensibilité très artistique et voilà, j'ai voulu être comédienne très vite. Et donc en fait, je voulais être astronome et actrice à Hollywood. Voilà, je voulais faire les deux. Ça, c'est ce que j'appelle avoir de l'ambition. Ouais. Merci beaucoup. Oui, mais enfin. Oui, c'est vrai, absolument. Et donc, voilà. Et donc, j'ai laissé de côté les sciences, mais je me suis accrochée au théâtre. Et voilà. Et je voulais vraiment faire des études me former au théâtre, à la comédie. Et donc, voilà. Et donc, après mon bac, j'ai fait donc, l'école de comédie musicale de Paris, qui existe toujours. Mais comme cette école était privée, donc chère, mes parents m'ont dit, écoute, d'accord, on te l'offre, à condition que tu retournes à la fac après pour avoir un diplôme. Un vrai diplôme, oui, voilà, comme on dit, avec des air quotes. Exactement. C'était un peu ça l'idée. Non, mais ils s'inquiétaient, je comprends, ils ont fait leur job de parents, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai promis, et donc j'ai fait mes 3 années. Et au bout des 3 années, au lieu d'aller courir les castings, je suis retournée à la fac et j'ai fait 5 ans de fac pour avoir un diplôme de journalisme culturel dont je ne me suis jamais servie, je n'ai jamais exercé, je ne l'ai même jamais réclamé. Donc je n'ai pas le papier. J'espère qu'il est stocké quelque part dans un serveur de la fac, peut-être sur un cloud. Voilà, j'ai fait ça. Donc à la fin, donc, quand tu es journaliste culturel, t'as quel âge ? J'ai eu mon diplôme en 2010, donc j'avais 27 ans. 27 ans, ouais. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Ah bah alors, à partir de là, comme n'importe qui a un diplôme de journalisme, j'ai fait 1 an de chômage. Alors, je voudrais tempérer cette réponse.
Ce que Florence essaie de nous dire, c'est qu'il est très difficile de trouver du travail en tant que journaliste culturel. Quand sans expérience, si tu peux trouver des stages, tu peux trouver de la pige, mais il y a beaucoup, c'est très concurrentiel. Très. Et puis faut avoir envie. Là pour le coup, moi je pense que pour aimer, pour s'épanouir dans le journalisme culturel, il faut que ce soit un peu une passion quand même. Vocation. Hein. Ouais, j'allais dire passion, mais vocation, ça me va bien, mais faut vraiment avoir envie parce que c'est peu rémunérateur, peu gratifiant à plein de niveaux. Donc. Et j'avais pas envie. Oui, voilà, c'est plutôt t'avais pas envie. Donc non. 1 an de chômage. 1 an de chômage. Pendant cette année, qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai travaillé comme une, je sais pas combien d'heures par jour pour un site qui s'appelait Newsitive et qui était juste un site de bonnes nouvelles. Qui n'a finalement pas marché, mais j'ai tenté, tu vois, j'avais que ça, donc je me suis mise à fond là-dedans et ça n'a pas fonctionné, jusqu'au jour où une personne qui s'appelle Cyril de l'Astérie m'a contacté en DM sur Twitter, m'a dit écoute, je travaille pour France 5, je suis en train de développer une émission, j'ai vu ton CV vidéo, parce que j'avais fait un CV vidéo. Oui, j'allais dire, attends, excuse-moi, elle raconte mal. Il n'y a pas une fois un mec qui t'a contacté en MP pour te proposer un job. T'as fait un truc qui a fait que derrière, un producteur t'a contacté pour te proposer d'apparaître dans son émission. J'ai bon ou pas? Oui. Ok, raconte dans le bon sens, s'il te plaît. Ok. Donc on recommence. Alors, donc je mets 5 ans de fac. Donc je fais alors j'ai un DUG d'anglais parce que je suis assez vieille pour avoir un DUG. Ensuite j'ai fait master 1 d'infocom donc à Paris 3, ensuite L3 d'infocom, M1 d'infocom et ensuite j'ai fait ce master 2 professionnel de journalisme culturel. Mais dans le master 2 professionnel, il y a professionnel. Et donc c'était une année où il fallait avoir une expérience professionnelle pour valider le diplôme. Et le but du jeu, c'était de trouver un contrat d'apprentissage en alternance. C'est-à-dire, on était 2 jours à la fac et 3 jours en entreprise. Sauf que les contrats en alternance, en 2009-2010, dans le journalisme culturel... Oui, oula. Voilà. Donc, c'est mort. C'est difficile. C'est difficile. Okay. Et il se trouve que, évidemment, moi, je m'étais pas tapé 5 ans d'études pour m'arrêter là. Surtout que ce Master de Pro, il était sur un concours. C'était 3 tours de concours. Je l'avais eu, Et en novembre, j'avais toujours rien. Et il fallait absolument trouver avant Noël pour pouvoir valider l'année, quoi. Et j'étais désespérée parce que je cherchais depuis juillet et j'avais rien. Et donc, je me suis réveillée un jour, et puis j'ai toujours cette sensibilité artistique, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de m'exprimer artistiquement. Et ça faisait très longtemps que j'avais quitté l'école et que je ne pouvais pas faire autre chose parce que je cumulais fac et job. Et voilà, je me suis réveillée un jour, je me suis dit, je vais écrire un CV court-métrage que je vais réaliser. Et puis voilà, au lieu d'envoyer une lettre de motivation, un CV, je vais envoyer ça et peut-être que j'aurai plus de chance. Et j'ai écrit ça, et en une semaine, j'ai demandé à ma meilleure amie de filmer. Et voilà, en une semaine, on a tourné, j'ai monté, j'ai travaillé la voix off parce que c'était un court-métrage façon Amélie Poulain, et donc j'ai travaillé la voix off comme André Dussolier l'avait fait dans Amélie Poulain. J'ai mis de la musique que j'avais composée moi-même. J'ai fait mon petit truc, je l'ai mis en ligne et petit truc. Elle a tout réalisé, elle a tout fait toute seule. Elle a composé la musique. Elle dit j'ai fait mon petit truc. T'as fait un court-métrage. Oui. Ok. Oui. Voilà. Et ça dure 3 minutes, c'est pas non plus. Vraiment, c'est plus que ce que je suis capable de faire si tu me laisses une caméra et un micro. Oui, soit. J'avais besoin de m'exprimer artistiquement. Ça faisait des années que j'avais rien fait. Il fallait que je fasse un truc. Tu l'as mis en ligne ? Et je l'ai mis en ligne. Et en fait, je me suis dit comme ça, j'aurai le lien, je l'enverrai à des rédac chefs. Et puis en fait, le truc m'a totalement échappé. Ça m'a totalement échappé. Mais j'ai pas compris. Pendant 6 mois, j'ai eu plusieurs journalistes par jour, non-stop. C'est-à-dire même le jour de Noël. J'ai tout fait. J'ai fait Pernod sur TF1, j'ai fait des JT, j'ai fait même à l'étranger, au Canada, en Suisse, en Belgique. J'ai tout fait. Je n'ai jamais trouvé ce contrat d'apprentissage. Et pourtant, le milieu du journalisme, il était dans ma vie en permanence, quoi. Même la ministre m'avait invité à un colloque de jeunes qui cherchaient des emplois. La ministre, quoi. Mais je ne l'ai jamais trouvé. Jamais.
Donc j'ai pris le stage d'une étudiante qui en avait marre de son stage, donc j'ai repris le flambeau, c'était l'enfer. J'écrivais 5 articles sur Twilight par jour sur le web. Car 2009. Voilà, car 2009, 2010. Et voilà, et tout le monde me disait, mais t'inquiète, le CV vidéo, vu le succès que ça sera du succès à long terme, t'auras quelque chose d'intéressant à long terme. Mais j'en ai rien à foutre du long terme, je veux mon année, moi. C'est maintenant que j'ai besoin de ce contrat, que je n'ai jamais eu. C'est pas grave, j'ai fait des stages et j'ai validé mon année, mais... Ah oui, t'as quand même réussi à valider ton année. Ouais, bon gré mal gré, mais il y a aussi les profs étaient surpris eux-mêmes, tu vois. Et le truc, c'est que je pense que j'ai beaucoup plus appris du journalisme en étant médiatisée qu'en médiatisant. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que là, j'avais tous les cas de figure. J'avais la radio, j'avais la télé, j'avais un petit peu le web, parce qu'à l'époque, c'était pas encore trop ça. J'avais la presse écrite, donc je voyais comment les gens travaillaient. Je voyais comment on me suivait toute une journée pour un montage de 2 minutes, ce qu'ils gardaient, ce qu'ils ne gardaient pas. C'était extrêmement formateur. Et j'avais tous les supports et j'avais tout, tu vois, le magazine ou la chronique ou le portrait. J'ai eu mon portrait dans Le Monde à 26 ans, quoi. Tu vois ? Et j'étais là, mais ouais, c'est fou la manière, en fait, dont les gens travaillent. Il y en a qui réussissent à faire passer plus de toi en 1 heure d'entretien qu'en une journée avec une caméra. Ou des fois, les montages, ils montent pas toujours ce que tu as envie de partager, quoi. Donc, c'était très, très instructif. Très. Donc, tu as quand même réussi à valider ton année ? Oui. Mais pas à trouver un job dans le journalisme ? Non, en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai fait mon premier talk TEDx, je me suis rendu compte, mais plusieurs années... Et en fait, cette question de pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ? Elle balance casuellement quand j'ai fait mon premier talk TEDx. Est-ce qu'on peut revenir sur ton premier talk TEDx ? Parce que... non, mais... Alors en fait, avant qu'on parle de tout ça... Contexte, pourquoi je vais expliquer, parce que sinon personne ne va comprendre pourquoi j'éclate de rire toutes les 5 minutes. En vrai, j'ai écouté l'interview que tu avais fait avec Mathilde sur Mademoiselle pour la Team Princesse. Ouais. Et il y a un truc qui m'a fascinée, c'est que je connais de loin ton parcours et tout ça. T'es impressionnante à tellement de niveaux, mais tu me donnes l'impression d'avoir un syndrome de l'imposteur extrêmement vénère, et ça se ressent encore. De qui tu parles ? Je ne sais pas. On est en train de parler. Toi-même, on est en train de parler, et tu balances des trucs comme oui, un mec m'a contacté par MP pour me proposer un job, alors qu'en fait, t'es passé par une phase de médiatisation intense parce que t'as fait un truc. T'as fait un truc en fait. Donc tu vois ce que je veux dire, ça part de toi. Et t'es dans ce master parce que t'as réussi des concours. Et quand j'ai fait mon premier TED Talk, bah ouais, en fait, vraiment, tu connais beaucoup de gens qui ont fait des TED Talks. Car vraiment, j'en connais quelques-uns, tu vois, mais c'est pas quand tu rencontres quelqu'un en soirée, tu sais, c'est pas un truc qui arrive comme ça casuellement de oui, quand je fais mon premier TED Talk. Et c'était pas TED, c'était TEDx. C'est la version un peu en dessous, mais c'est la version de démocratisation du TED en fait. Oui. TED, c'est le truc aux États-Unis, c'est la conférence mère, on va dire. Oui, c'est ça. Et TEDx, c'est les filiales. C'est partout, ouais. C'est pas une seconde classe, hein, c'est juste des organisations, c'est l'association qui s'est. Oui, c'est calibré, t'as le cahier des charges qui fait 40 pages. En fait, je fais pas n'importe quoi. Donc, c'était quoi ton premier TED Talk ? TEDx, pardon, excuse-moi. En fait, c'était c'était organisé, c'est toujours organisé par un psychologue en plus. Il m'a torturé. Et le thème, c'était bouger les lignes. Et c'était à Bobino. J'ai parlé un quart d'heure sur la scène de Bobino, mais je m'en remets toujours pas. Et voilà. Et en fait, il voulait que je parle de moi. En fait, c'était horrible. Je suis non, mais jamais, jamais. Et puis pourquoi ? Mais j'ai rien à dire en fait. Et tu vois. Et il a réussi à me convaincre. On est devenus très amis. Et puis en plus, et en fait, c'était dans le contexte de toute la médiatisation qu'il y avait eu autour de mon cas, parce que je m'étais portée candidate pour un aller simple vers Mars. Et donc du coup, il voulait que je raconte ça sur scène. Voilà. Et en fait, j'ai raconté un peu mon parcours pour arriver là. Et donc c'est là que j'ai compris plusieurs années plus tard pourquoi j'avais jamais eu mon contrat. Enfin, en tout cas. Je pense que c'était une des raisons, c'est que donc j'ai revu ce CV de vidéo que j'avais jamais vu après le montage, tu vois, je l'ai revu quand j'ai écrit mon talk, et en fait je me suis rendu compte que je parlais de tout sauf de journalisme.
dans mon CV vidéo. Donc je disais, ouais, voilà, je fais du théâtre, je sais chanter, regardez, je suis marrante et tout, mais je parle jamais de journalisme. Et jamais de je dis, je veux être journaliste pour faire. Enfin, tu vois, jamais. Jamais. Parce que c'est pas ça que tu voulais faire. Parce en fait. que, exactement. Et dans mon talk, je dis, je ne suis pas devenue journaliste parce que je ne suis pas journaliste. Voilà. Et je l'ai compris à ce moment-là. Voilà. Et donc, tu as fait ce talk parce que tu as candidaté à un aller simple sur la planète Mars. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Ah bon, on peut parler de tout ce que tu veux. Moi, je suis bien. Moi, j'ai plusieurs heures devant moi. Hein. Elle me balance des bombes au détour de phrases, je m'en remets pas. Oui, effectivement. Alors, hors contexte. Voilà, j'avais entendu parler de ça, je crois. Donc, il y a quelques années, il y avait eu un casting géant là pour aller sur Mars. Ouais, en fait, ça s'appelle Mars One. C'est un ingénieur néerlandais qui a monté ce projet parce qu'il avait très envie d'aller voir des humains marcher sur Mars, mais les agences spatiales se bougeaient pas le cul, en gros. Je résume. Et il s'est dit, je vais monter mon propre projet. Donc, je vais m'entourer de gens du spatial, de prix Nobel, etc. Et je vais financer ça en faisant un programme télévisé. Donc voilà, alors tout le monde a crié à la télé-réalité. On peut appeler ça aussi un documentaire, tu vois. Bon, bref, mais bon. Et donc, en fait, le but du jeu, c'était d'ouvrir les candidatures à tous les profils à partir du moment où tu avais plus de 18 ans et où tu parlais à peu près anglais. Et où tu avais envie. Et donc, il y a eu plus de 200 000 candidats à travers le monde. Et le premier tour, il fallait remplir un questionnaire en ligne, un peu costaud, vraiment le même à peu près que pour les astronautes. Donc, tu as je sais pas combien de pages, voilà. Et en plus de ça, il fallait faire une vidéo. Alors, il fallait montrer ton sens de l'humour et puis dire pourquoi tu étais la meilleure candidate, etc. Bon, le truc basique. Je sais pourquoi ils demandent le sens de l'humour. Les psychopathes, ils n'ont pas le sens de l'humour. C'est pour vérifier que tu vas pas avoir un tueur. Je me suis demandé toujours pourquoi. Peut-être que c'est ça. Bah merci, tu vois, j'ai la réponse aujourd'hui. C'est ma technique de dating pour repérer les gens chelous ou pas. C'est bon, sans ça. Sens de l'humour, c'est un être humain. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Mais dans tous les films de Martiens, tu vois bien que les Martiens, ils n'ont pas le sens de l'humour. Enfin, les créatures étranges. Putain, je vais revoir tout le cinéma que j'ai vu. Les créatures qui veulent te tuer. C'est vrai qu'elles n'ont pas trop le sens de l'humour. Est-ce qu'un T-Rex a le sens de l'humour? Je ne crois pas. Ah, quoi que... Non. Mars Attack de Tim Burton. Ne courez pas, nous sommes vos amis. Et il leur court après, il les tue. Oh mon Dieu, c'est vrai, tu viens de détruire ma théorie. C'est Tim Burton. Mon monde s'effondre. Il faut se méfier de Tim Burton. Non, mais voilà. Et donc j'ai candidaté. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Avec une nouvelle vidéo, donc? Ouais, qui est toujours en ligne. Hein. Pareil, comme le CV vidéo, tout est en ligne. Internet, n'oublie pas. Lien dans la description. Et voilà. Et il se trouve que j'ai passé le premier tour. Alors, de 200 000, plus de 200 000, on est arrivé à 1000. Ouais, j'étais comme une ouf. Il manque l'image et il manque mes reaction face vraiment intenses à tout ce qui est en train de se passer. C'est dommage que ce soit de la radio. J'aurais dû mettre une GoPro en face, là, sur mon front. Ma mâchoire se décroche. Donc quel dommage que vous ne pouviez pas voir Clémence Bodoc réagir à ce que je raconte. Et voilà. Et ensuite, j'ai passé une deuxième étape. C'était une visite médicale. Il fallait faire un check-up médical. Donc tout, la vue, tout. Et alors, j'étais en parfaite santé et j'avais une meilleure vue que ce que je ne pensais. Et moi, j'étais persuadée que j'allais pas passer ce truc. Et en fait, je l'ai passé. Donc, on n'était plus que 600. Et plus que 600. Ouais. Et troisième étape, c'était, on nous a envoyé de la doc technique à potasser, enfin des trucs comme ça, et c'était un quart d'heure par Skype avec le responsable du recrutement. Et là, je me suis viandée. Pardon, je te spoil déjà la fin, mais je me suis viandée à cette étape. J'ai pas réussi, et donc là, ils sont 100 encore. Et je sais pas où ça en est. Je crois que c'est un peu en stand-by. Ils cherchent des financements. Enfin bref, il y a toujours un Français en lice avec qui j'ai des contacts de temps en temps. Je lui demande comment ça avance. Il a pas trop le droit de me dire parce que confidentialité, tout ça. Mais ouais, je suis descendue de plus de 200 000 à 600. Ça, c'était chouette. Et bon, à mon avis, t'es dans la shortlist pour le deuxième tour. Tu pourras revenir maintenant que tu sais. Ouais, on verra. Mais on verra comment ça évolue. Je sais pas là, je sais pas. J'ai pas bon, entre nous, vaut mieux laisser une première équipe essuyer les plâtres et être candidate dans la deuxième c'est ce que je me dis, ouais. sur Mars. Ouais. On sait. Ouais. Non, on verra. Mais effectivement, c'était un aller simple.
Et alors pareil, donc j'avais été hyper médiatisée avec cette histoire. Pas parce que forcément j'avais, je sais pas, mais en tout cas je vivais à Boulogne et donc j'étais près des studios de télévision et de radio, et donc c'était pratique parce qu'on était 10 en France encore. T'avais quel âge quand c'était il y a 3-4 ans. Oui, donc moins de 30 ans. Ouais, j'avais une trentaine d'années. Ok. Et tu candidates un aller simple. Mais explique-moi la démarche intellectuelle. Mais c'est très simple. Ça part du parce que je pourrais être cynique en disant mais c'est du suicide donc. Mais oui, mais tu vas pas revenir. Et c'est pas parce que je reviens pas que c'est un suicide. Voilà. Et en fait, voilà, vraiment, je reste cette petite fille qui veut explorer tous les mondes de l'univers. Tous les mondes, c'est pas possible parce que l'univers est vaste et que les distances sont trop lointaines. Mais au moins un autre. C'était la chance de ma vie, tu vois. Et donc, j'ai tenté. Pourquoi c'est qu'un aller simple ? On n'arrive pas à revenir de Mars ? Si, on pourrait le faire, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, on ne sait pas le faire. Le cynisme. Ouais, c'est ça. Et après, c'est une démarche, tu vois. Tu te dis, tu sais, il y en a qui, tu sais, tous les Européens qui sont partis sur le continent américain parce qu'il y avait la famine des pommes de terre, etc. Et ils se sont pas dit, on va revenir. Ils sont allés, ils sont partis. Puis, ils sont... Mais ils avaient l'espoir de pouvoir vivre sur place. Est-ce que vous aviez l'espoir de pouvoir coloniser Mars ? Oui, non. Mais alors ça, c'est effectivement, quand on change d'échelle, il y a les questions qui se posent. Mais cela dit, au début, c'était dur aux États-Unis. Je crois qu'ils se sont mangés entre eux au début. Enfin, c'était compliqué. L'histoire un peu comme ça. Mais non, là, oui, effectivement, c'est très différent. Mais au moins, on sait, on connaît très bien Mars. On sait que c'est pas vivable pour des êtres humains, mais on sait comment, à quel point. Je veux dire, on a des infos, on a des données depuis des dizaines d'années. Donc, évidemment que personne n'enverrait un équipage humain si c'était pour qu'il meure au bout de 6 mois. Ça, c'est évidemment que non. Ça ne se ferait pas. Enfin, j'espère que ça ne se fera pas. Donc, oui, c'est très, très compliqué. Il faut imaginer un habitat, il faut imaginer un système de serre en vase clos pour faire pousser un peu de nourriture, envoyer je ne sais pas combien de tonnes de vivres en amont pour tenir au moins quelques années, tant que la serre se met en route, qu'il y ait des problèmes. Savoir comment extraire l'eau du sol, comment savoir extraire l'oxygène de l'air. Enfin, c'est considérable. Se protéger des rayons cosmiques. Voilà, il y a tellement seul sur de Mars, choses quoi. Seul sur Mars, ouais, avec c'est ça. Une équipe. Ouais. Donc pas tout seul. Pas tout seul. Mais globalement, le groupe seul sur Mars. Exactement. Et changer de vie. Voilà, changer de vie, vivre sur Mars comme tu vivrais ici, sauf que t'es pas sur la même planète, mais c'est ça qui est génial. Et y vivre, quoi. Pas aller ou mourir, ça n'a aucun sens. Je veux pas aller mourir sur Mars. Je veux aller vivre sur Mars, tu vois. Waouh. Non, c'est hyper impressionnant, je te jure. Mais c'est encore plus impressionnant de t'entendre parler de ça avec autant de passion et d'assurance. Et le contraste avec la meuf qui me raconte sa vie comme si c'était une succession de hasards et de j'ai eu de la chance, alors que t'as tellement bossé et t'as tellement provoqué ta chance, en fait. C'est ça qui est important. Je travaille tout le temps. Tout le temps. Mais tout le temps. Tout le temps. Et c'est vrai que je sais plus qui disait... ce métier, en parlant d'une comédienne qui disait c'est 90% de travail, 5% de talent ou 5% de chance. Enfin, je sais plus exactement quelles étaient l'échelle des trucs, mais ouais, dans tout ce que tu fais. En fait, elle disait la chance arrive parce qu'il y a du travail derrière. Et je sais pas, je pense qu'il y a quand même un petit peu de chance d'être au bon moment, au bon endroit. Tu vois, des fois, ça tombe bien, ça tombe pas bien. Et voilà, mais je pense que sans le travail, tu n'as pas de chance. Enfin, peut-être qu'il y a des exemples, mais je pense qu'ils sont très rares. Et je travaille tout le temps. Je pense aussi. Alors du coup, ça fait combien de temps que tu arrives à vivre de ta passion, la vulgarisation scientifique ? J'en fais à temps plein depuis 5 ans maintenant. Ouais, 5 ans. Est-ce que j'arrive à en vivre ? Voilà une autre question. Là, ça va. Cette année, ça va. Cette année, ça va parce que j'ai tourné dans une publicité dont je ne dirai pas. Voilà, je ne vais pas faire de la pub parce qu'on va encore me tomber dessus, mais j'ai tourné dans une publicité et j'ai eu un gros chèque. Et donc là, je suis tranquille pour quelques mois. Et franchement, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive et je travaille tout le temps et là, je suis un peu soulagée. Mais en plus, tu m'as parlé de cette publicité derrière la question. C'est la première fois que tu as été fière de toi ? Mais ouais, mais alors je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être que tu vas pouvoir m'expliquer, toi, avec ton point de vue extérieur. Tu vois, je n'ai rien fait pour avoir ce contrat. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai reçu un mail
d'un mec en anglais. Et puis qui me disait bonjour, est-ce que j'aurais quelque chose à vous proposer pour je vais donner le nom pour Google. Est-ce que vous seriez dispo la semaine prochaine? Et je peux pas vous dire pourquoi. Et alors moi ça m'agace. Moi j'aime bien qu'on me dise pourquoi, tu vois. Si je dois me rendre dispo quasiment du jour pour le lendemain, j'aime bien qu'on me dise pourquoi. Et donc ça m'a agacée et j'ai dit non, je suis désolée, je suis pas dispo. Voilà. Bye Google. Et j'avais entendu 5-6 jours avant de répondre, tu vois, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je les envoie chier. Et effectivement, j'étais pas dispo, mais bon. Et il m'a répondu 1 heure après en disant, voilà, on vous propose le rôle d'une astronaute dans une publicité. Et là, j'ai fait, I have an opening next Monday. Ouais, c'est ça. C'était exactement. C'était le lundi suivant. Il commence à me parler de contrats, de confidentialité, de machin à signer avant qu'ils m'en disent plus. Et j'ai fait voilà, ok, d'accord. Alors, et puis il me propose une certaine somme d'argent et je me écoutez, voyez ça avec mon agent. Donc je mets mon agent en copie. Je l'appelle, je fais, j'en ai rien à foutre, mais tu me prends ce truc, accepte tout de suite, sans condition, vas-y, on prend. Il dit non, je vais négocier. Et ça, c'était le mercredi. Et j'étais en copie de tous les échanges de mails où ils ont commencé à négocier donc les conditions de contrat et puis de tarifs. Et moi j'étais là, mais ils sont envoyés des mails pendant des jours et j'étais là, mais accepte. Dis oui. Mais dis oui, mais même divisé par 10, moi je prends, vas-y. Et ils se sont mis d'accord le vendredi soir. Et en fait, le samedi, j'avais mes billets d'avion. Le dimanche, je prenais l'avion pour Londres. Et le lundi, je tournais. Et le mardi, j'étais rentrée chez moi. Et j'ai pas eu le temps de me rendre compte de quoi que ce soit, quoi. Et voilà, ça s'est passé et j'ai rien demandé. Enfin, j'ai pas travaillé, j'ai pas passé un casting, j'avais jamais entendu parler de ce truc. Et je ne comprends pas pourquoi je suis tellement fière d'avoir fait cette pub, alors que ça m'est tombé dessus du jour au lendemain, littéralement. Et je ne sais pas. Mais j'en suis fière, mais genre pas une fierté, genre j'ai le melon et oui, j'ai joué dans une pub, voilà. C'est regarde ce que j'ai fait, regarde, je suis trop contente. Tu vois, j'ai 5 ans et j'ai joué une astronaute. Et en plus, j'étais très fière de moi parce que j'ai imposé le fait de ne pas être maquillée. Parce que, déjà, ça me tenait à cœur. Enfin, j'étais très contente qu'on me propose ce genre de rôle modèle dans une publicité, en étant une femme. Et voilà. Et les astronautes, elles sont pas maquillées, elles en ont rien à foutre. Et donc, il y avait la maquilleuse et tout. Non. Alors, elle m'a juste mis du fond de teint pour pas que je brille. Mais sinon, j'étais complètement naturelle. Et j'étais très contente d'avoir pu imposer ça. Je suis en train de pleurer. Bah oui, je vois ça. Je vais t'expliquer. Je suis perturbée. Non, t'inquiète pas, moi j'en ai un. Je suis désolée. Ah, on aurait dû filmer cette interview, mais on se serait pas dit la même chose si on l'avait pas filmé. Mais... filmé. Du coup, ça va? Bah oui, de ouf. Bah je sais pourquoi t'es fière de ça. Je sais pourquoi. Alors, je sais pas pourquoi c'est là. Je ne sais pas pourquoi c'est la première fois que t'as été fière de toi, ce moment-là. Mais je sais pourquoi elle te rend fière à ce point. C'est parce que quelque part, c'est la récompense, c'est l'accomplissement, c'est la clé de voûte de tout ton travail. La petite Florence de 6 ans qui veut devenir astronaute, qui passe sa vie à faire un plan secret pour travailler dans l'astronomie, qui finit par plaquer ce qu'elle faisait d'autre pour se mettre à fond dans cette passion-là. Et au bout d'un moment, il y a Google qui lui propose d'incarner une astronaute dans une publicité qui va être diffusée au cinéma, partout. Enfin, je l'ai vu. Mais quand je t'ai vu au cinéma, j'étais là. Fois au cinéma. C'est Florence Porcel, l'astronaute. En plus, avec tes conditions, c'est-à-dire, t'es pas allé mendier, réclamer, supplier d'être dans cette pub. C'est eux qui viennent te chercher. C'est toi qui négocies tes conditions, alors que ce soit financière, mais également de représentation, de pas te travestir. Mais c'est tellement l'allégorie du succès que tu mérites. Donc ça m'émeut vachement, en fait. Tu vas me faire pleurer. Alors, il y a Clémence qui pleure. Alors, je vais pleurer aussi. Forcément. Bah, attends. Ah, c'est fou parce que... J'ai vraiment interviewé beaucoup de femmes qui m'ont beaucoup touchée. Mais il y a une telle sincérité dans tout ce que tu fais. C'est tellement touchant. Je tiens, mais... Ah mais c'est pas grave.
la raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est parce que j'ai envie que les plus jeunes qui nous écoutent, elles puissent se projeter dans ce qu'on est, dans ce qu'on devient, par où on passe. Et ton parcours, il est fascinant pour ça. Et je trouve que ce qui est de beau là-dedans, c'est que c'est accessible. C'est que justement, t'as pas eu 25 fois une bonne étoile qui a croisé ton chemin et qui t'a fait la courte échelle en disant allez, elle, c'est Cendrillon, c'est une princesse de conte de fées, on va lui aligner les étoiles et ça se passera bien. Non, les étoiles, c'est moi qui vais les chercher. Exactement. Donc merci tellement d'avoir partagé tout ça. Parce que c'est ça qui est vraiment utile en fait, c'est de montrer que tant pis pour les adultes qui se moquaient de nos histoires de cultivation des carottes. Moi je dis team cultivation. je vote pour la cultivation. Et franchement, tant pis si les entreprises n'arrivent pas à reconnaître le potentiel et le talent des jeunes qui arrivent et qui n'ont pas les mêmes codes et qui cherchent autre chose. Parce que j'ai l'impression que toi et moi, on fait partie de cette génération qui a vécu une vraie transition quand on est arrivé sur le marché du travail. Je t'ai dit, on a 3 ans d'écart, donc j'ai vraiment vécu dans un autre domaine, mais des galères similaires, et autour de moi, les gens aussi. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de mettre en avant des parcours comme le tien pour montrer que les chemins n'existent pas au moment où t'arrives. C'est pas grave, tu les traces. Et bah forcément, quand on ouvre les voies, c'est un peu plus difficile. Les chemins sont beaucoup moins pratiqués, donc on se tord les chevilles, c'est compliqué. La solitude parfois peut-être, mais quel exemple tu donnes? J'aimerais dire que je suis en PMS, mais même pas. Du coup, j'avais prévu qu'on parle un petit peu du sexisme ordinaire et des commentaires négatifs et tout ce que tu ramasses sur Internet. Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est tellement secondaire et que fondamentalement on s'en fout? On s'en branle. Merci. Voilà. Ah, t'as vu, moi je tiens encore le coup. Je crois que j'ai tellement flippé avant de te parler. J'ai pleuré dans le TGV. Quand tu m'as envoyé les questions, je pleurais. Du coup, là, je pleure moins. Mais c'est pas loin, je pleurerai ce soir encore. Mais dis-moi pourquoi t'avais tellement peur, en fait, de faire cet exercice avec moi. Parce que là, je vis une période un peu difficile. Et ça fait 10 ans que j'ai pas eu de vacances. Parce que je travaille tout le temps. Mais parce que je suis obligée, parce que j'ai un loyer à payer, parce que voilà. Et donc j'ai cumulé fac, job, etc. Et l'intermittence, et tu cherches tout le temps. Et là, moi j'ai un statut où j'ai pas de congé payé, j'ai pas de droit au chômage, j'ai rien. Donc si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Et là, ça commence à devenir un petit peu dur. Là, ça fait ces 3 dernières années, j'ai travaillé 100 heures par semaine. Et je suis à 5 jours de mes premières vacances, depuis 10 ans. Waouh. Je suis en même pas. Compliqué. Et le mois de septembre a été un peu compliqué. On est le 25 septembre. Quand on enregistre, on est le 25 septembre. Voilà. Et là, je suis à 5 jours de ma vacances. Et mois de septembre, mon cerveau a compris que ça allait bientôt s'arrêter. Je vais prendre 5 semaines. Et merci Google. Le soir, j'ai fait des puzzles parce que ça me... Voilà. Et quand j'ai fait des puzzles, j'écoute des choses. Et j'ai pris le temps d'écouter toutes les Sois gentils que j'avais pas eu le temps d'écouter. Et en fait, vraiment, là, je suis en train de me dire, j'arrête tout. Parce que je peux plus m'épuiser, je peux plus me ruiner la santé, j'ai pas de vie personnelle, enfin c'est compliqué. Et en fait, et le fait d'écouter ce podcast et ces femmes qui sont tout aussi incroyables les unes que les autres, qui ont des parcours fous, et je me dis bon, il faut que je tienne, et c'est ça qui m'a fait tenir en fait. C'est ça qui me fait tenir. C'est ça qui me fait tenir. Et du coup, d'être là, et je me dis mais bah voilà, c'est comme si je me retrouvais sur le canapé rouge de Michel Drucker, quoi, tu vois. Sauf que je suis sur le canapé noir de Clémence Bodoc, mais pour moi c'est tellement au-delà, quoi. C'est au-delà. C'était mon Michel Drucker, moi. Appelez-moi Michel Drucker. T'as pas de chien et t'as quelques années en moins, mais et voilà, et donc du coup pour moi t'es mon Michel Drucker à moi.
Donc je suis à la fois impressionnée et intimidée et intimidée par toutes ces femmes incroyables qui sont passées avant. Enfin, comme je te disais en message privé, comment veux-tu que je passe derrière une championne du monde, derrière Cécile Duflot, Pénélope Bagieux qui a fait un marathon et Bérengère Krief qui fait de la scène, quoi. Enfin, c'est pas possible. Mais tu fais partie de ces femmes exceptionnelles, Florence. Je suis vraiment ravie de te l'apprendre. Donc, quand tu m'as envoyé les photos, j'étais dans le TGV, le fichier avec les questions, j'étais dans le TGV et j'ai commencé à avoir mal au ventre et à me dire mais maintenant ok, je passe de l'autre côté du miroir et c'est pas très intéressant ma vie en fait. Voilà, et je me dis mais elle va se rendre compte et elle va pas le diffuser. Bon, c'est pas grave, j'y vais, je le fais, on va s'amuser et ça va être cool. Ah, t'as vu, je me suis rendu compte d'un truc, mais c'est pas que t'étais pas intéressante. C'était plutôt le contraire. Bah, merci. Merci à toi, vraiment sincèrement, pour cet entretien. Où est-ce qu'on peut... alors, je sais comment on peut t'aider. Je sais comment toutes celles qui vont nous écouter et qui se diront « Mais quelle femme fantastique ! Comment l'aider à financer ses projets et faire en sorte qu'elle puisse prendre des vacances un peu plus régulièrement que tous les 10 ans ?» Tu as un Tipeee ? J'ai un Tipeee, mais le Tipeee, il est pas fait pour me payer des vacances, tu vois. Non, il est fait pour financer les projets. Oui. Comme ça, tu peux choisir les projets sur lesquels tu bosses. Absolument. Et éventuellement, après, quand tu arrives à gagner de l'argent avec tes projets, tu arrives à prendre des vacances. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'idée. Exactement. Oui, j'ai un compte Tipeee. J'ai un compte Tipeee à mon nom, Florence Porcel. Donc voilà, si vous avez... Lien dans la description. Et on peut te retrouver également sur ta chaîne YouTube. Ouais, sur ma chaîne YouTube, qui n'est pas monétisée. Donc allez-y, il n'y a pas de pub devant. Donc voilà. C'était un choix de ne pas la monétiser ? Oui, c'est un choix. Déjà parce que j'ai pas assez d'abonnés pour que ça me rapporte quoi que ce soit. Je l'ai monétisé pendant 18 mois et ça m'a rapporté $400 en tout. Et maintenant, il faut diviser par 5, 10. Donc voilà, ça m'intéresse pas. Et puis voilà, je pars du principe que pour les quelques... Enfin, voilà, je me dis que je préfère comme ça, sans la pub. Oui, c'est-à-dire je peux pas imposer de pub aux gens qui me regardent. Si les gens aiment te suivre, aiment t'écouter, aiment ce que tu fais, ils peuvent te soutenir en te filant un peu d'argent via Tipeee. Mais je ne prends pas d'argent de la publicité, sauf quand je tourne en astronaute qui est diffusée au cinéma et que c'est trop le kiff parce que t'es dans la salle et personne ne sait que c'est toi. C'est ta gueule sur l'écran et c'est trop cool. Tu as publié des livres également ? Oui, je viens de finir d'écrire mon 4e livre qui sortira au mois de mars. Je suis épuisée. J'ai écrit 4 livres en moins de 30 mois. Si vous êtes un professionnel ou une professionnelle, ne faites pas ça chez vous. Je les mettrai tous dans l'article et dans la description qui accompagnera cet épisode. Et ben donc, je suis vraiment ravie que tu sois venue dans Sois Gentil, vraiment. Je pleure pas à tous les coups, vraiment pas. Vraiment jamais, je les ai tous écoutés, je peux te dire. Certains 2 fois. Ça n'est pas coupé au montage, c'est juste que ça ne se produit pas. Mais tu m'as vraiment beaucoup touchée, donc je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé. Et rendez-vous sur Internet où je suivrai assidûment ton travail. Et à une prochaine fois, j'espère. Merci Clémence. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, SoundCloud ou la chaîne YouTube dédiée, ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi.